Bon, j'ai fait une petite pause de quelques jours suite à la fin de cette coupe parce que j'ai chopé une bronchite. Donc rien à voir avec, avec le truc du moment là. Et donc en plus il pleuvait des cordes, un temps de merde, une humidité de fou. Enfin mon travail dans des conditions pareilles, même à l'atelier, c'est pas marrant. Surtout qu'on a la grange tout ouvert. Donc voilà, je rattaque par un beau soleil. Un magnifique soleil de fin d'année. Parce que là on est le 31 décembre 2021. Oui messieurs, 2021. L'année prochaine, ce sera 2022. Ouais. Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cette coupe, je l'ai donc terminée, je l'ai nettoyée. Donc, j'ai râpé le dessus pour égaliser correctement. On va voir donc du coup si ça se marie correctement. Ce que j'ai fait aussi, avant d'attaquer, c'est que j'ai pris ma chèvre là. J'ai mis la deuxième poutre en position levage pour pouvoir la guider facilement pour la mettre en place. Parce que sinon, je m'éreinte le dos, c'est comme ça que je me suis fait mal au dos. En voulant bouger une de ces poutres là, en faisant une fausse manie, pourtant à hauteur sur les tréteaux, je me suis fait à la bagot là, il y a quelques temps. Donc c'est pour ça aussi que je fais super attention. Donc faites gaffe aussi à votre dos. Vous êtes souvent nombreux à me le dire, de faire attention parce que je porte des charges lourdes et j'ai pas forcément les bonnes positions. Bon bah voilà, je me suis fait mal au dos. Bon bah ouais. C'est ce qui devait arriver arriva. En même temps, on peut aussi se faire mal au dos en restant dans son canapé. Je connais peut-être même plus de personnes qui se plaignent d'avoir mal au dos en restant à jouer aux jeux vidéo et à ne rien faire que des gens comme moi qui bougent régulièrement. Voilà. Donc je vais lever avec ma chèvre et on va pouvoir l'enquiller correctement et voir s'il y a du désaffleur ou pas, si je dois retoucher ou pas. On peut voir que c'est devenu étriqué ici, hein. Il n'y a vraiment plus beaucoup de place pour travailler. Mais bon, j'ai déjà la chance de pouvoir faire ça à l'abri. C'est pas tout le monde qui taille des poutres à l'abri, hein. En général, ça se passe dehors, puis quand il pleut, on met une bâche dessus. Pas mal. Bon, je suis pas au centre de la poutre, hein, c'est pour ça que ça lève au cul et que ça lève pas le devant. Mais du coup, ça me soulage. Et du coup, j'arrive à la lever vraiment sans aucun effort. Voilà. Ça, c'est un maillet que mon fils m'a fait pour mon anniversaire. Qu'il a tourné, mon grand, qui a 12 ans. Et franchement, voilà, pour pouvoir taper sur mes ciseaux à bois. Et je suis vraiment fier parce que voilà, mes deux garçons bricolent depuis leur plus jeune âge. Et là, ça commence à porter ses fruits. Donc bon, voilà, il y a une marge de progression. Mais franchement, pour son âge... Enfin, même au-delà de ça, hein, je sais pas faire. Voilà, le tour à bois, je sais pas faire. Il m'explique plein de trucs, c'est génial. Il a une chaîne YouTube. Je sais pas quelle idée il lui est venue de se filmer et de mettre ses vidéos sur les réseaux sociaux. Je sais pas où il a vu ça. Donc si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait, ou si vous avez des enfants qui s'intéressent au bricolage, histoire de les motiver un petit peu à bricoler, eh bien allez voir, ça s'appelle Le Bricoleur en Herbe. Je vous mets le lien dans la description. Allez lui faire un petit bonjour de ma part, il sera vraiment content, ça lui fera plaisir d'avoir quelques vues et quelques abonnés. Voilà. On est pas mal du tout, on peut voir que ça se dispose super bien, embuté. Donc franchement, nickel. On a un petit décalage ici. Je suis quasi à fleur là. Ça demande à repartir un peu. Voilà. Là c'est bien. On voit là il y a un décalage. Mais bon là c'est la largeur de poutre qui veut ça. Hein. Donc là bon ben c'est les défauts de sciage. Moi j'y suis pour rien. On a un petit décalage en bas. Et on est quasi à fleur là. Donc voilà, c'est de la charpente. On va pas faire les maniaques. Ce sera très bien comme ça. Donc je vais pouvoir tracer pour faire mes clés. Voilà,
Donc tout d'abord, j'ai usiné des cales. Donc j'en ai fait plusieurs en série. Des cales en chêne. Donc c'est du vieux chêne que j'ai récupéré. C'est mon beau-père qui m'a donné un tas de planches en chêne, du vieux chêne. Et donc ça c'est les chutes en fait que j'ai récupérées, que j'avais précieusement mis de côté et que je vais pouvoir réutiliser. Donc on peut voir, c'est du chêne qui n'a absolument aucun défaut, pas de nœud, rien du tout. Donc vraiment l'idéal pour faire ce genre de travail. Donc j'ai mis sur le plat la panne qui me concerne pour commencer. J'ai mon gabarit de coupe sur lequel j'ai fait une marque donc à l'axe des 2 points ici, avec la perpendiculaire, donc ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais tracer l'axe ici. La particularité qu'il va y avoir sur cette pièce-là, c'est qu'en fait l'axe, on va le décaler de 2 mm. Pourquoi le décaler de 2 mm? Puisqu'en fait, il faut faire en sorte que le trou de ma clé, quand elle va s'enfoncer, en fait, il faut qu'elle ne soit pas l'une en face de l'autre, en fait. Hein, si le trou c'est juste verrouillé, c'est pas suffisant. Il faut faire en sorte que celle du haut soit légèrement décalée de celle du bas, pour qu'en quelque sorte, quand on va enfoncer la clé, en fait, celle du haut vienne sans cliqueter, viennent être tirés, donc un chevillage au tirant, donc ils viennent être tirés dans la pièce du bas, comme ça c'est verrouillé et ça ne bouge plus. Donc pour faire ça, il faut absolument décaler, donc c'est celle du bas qui est décalée de 2 mm vers la gauche, faire en sorte qu'en fait à l'assemblage on ait un trou qui soit légèrement décalé. Donc je replace ma pièce, ma cale, je la mets comme il faut, pile poil. Je viens faire un repère que je reporterai ici, voilà, et là je vais décaler de 2 mm. Alors 2 mm c'est le bon compromis, c'est pas trop peu, c'est pas mal. Voilà, et là maintenant, voilà, j'ai tracé ça, donc je le repère. Voilà, je marque 2 mm. Le joint. Ici. C'est important de le faire aussi sur cette face-là, même si ça ne me servira pas, puisqu'en fait, c'est ce qui va me permettre de visualiser correctement. J'ai mis 2 mm ici. Je reporte ici. Voilà. Donc là, c'est l'axe. Ensuite, je me suis fait un gabarit où j'ai fait en sorte de placer. Ça me permet d'avoir, en fait, on peut voir les 2 traits que j'ai ici, pour placer toujours, puisque c'est une pièce de bois qui est conique. Hein, la clé est conique, elle vient se rentrer et en fait en s'élargissant, elle vient se mettre en force. Donc j'ai fait plusieurs essais et ça m'a paru être à peu près le bon endroit ici. Donc pour mettre en place ma pièce de bois. Et je vais prendre les cotes que j'ai notées. Donc ici j'ai noté 17 et ici j'ai noté 18,5. Je viens poser. En fait ça correspond. Les 17 ça correspond à la partie ici divisée par 2 et les 18,5 c'est la partie ici divisée par 2, hein, puisque je suis à l'axe moi. C'est là que j'ai tracé mon trait là, c'est celui qui est à l'axe ici. Comme ça, ça me permet de me mettre embuté ici sur mes traits de repère. Et je trace l'autre de l'autre côté pareil. On peut voir bien à l'œil que ma clé elle est légèrement décalée. Donc la première clé est tracée, je vais pouvoir faire la coupe. Alors il y a une autre particularité de mon gabarit en fait, c'est que
Le gabarit, l'épaisseur, en fait, fait la moitié de la cale. Ce qui va me permettre de vérifier ma profondeur, c'est-à-dire que je vais placer mon gabarit quand j'aurai creusé. Je vais placer mon gabarit dans le trou et il faut qu'il soit à fleur. Comme ça me permet vraiment de contrôler avant d'assemblage et ça m'évite des manipulations inutiles. Donc pour ce faire, j'ai déjà pré-réglé ma scie puisque je vais l'utiliser avec le rail. Donc j'ai pris en compte l'épaisseur du rail. Donc il faut que je perce à 2 cm puisque ma cale fait 4 cm, enfin ma clé fait 4 cm d'épaisseur. Donc j'utilise une lame 48 dents puisque je vais couper à contre-fil, hein, à travers fil. Je ne suis pas dans le sens du fil du bois, auquel cas j'aurai une lame avec peu de dents. Là je vais couper avec donc à travers fil. Donc là il faut une lame avec beaucoup de dents pour scier. Alors là c'est un peu dangereux parce que je vais travailler à la volée. Donc c'est-à-dire je vais poser mon rail et je vais y aller sans serre-joint, sans rien du tout. Donc il faut faire super attention à pas venir se prendre un kickback ou quelque chose comme ça. Donc le premier trait est bon. Je suis à peine en dedans, mais j'aime autant faire trop serré et réajuster qu'être trop large et que ça flotte. Je vais faire le deuxième depuis l'autre côté. Voilà, j'essaie de scier, de filmer, c'est pas facile, hein. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire tous des petits traits de scie, tchac, 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 jusqu'au dessus, pour ensuite dégager les lamelles de bois ciseaux à bois. On va regarder si ça rentre bien. On a un poil de force là. On est un peu en force ici, donc je vais refaire un petit trait de scie au-dessus là. Voilà, nickel. Ouais, c'est à peine en force. Il y a un peu de désaffleur ici. Donc je vais enlever un peu de matière là encore. Donc ça relève à peine, mais ça va le faire. C'est bon. On va faire pareil pour celle-là. Donc je vous ai mis là-haut. Vous avez vu comme je procédais. Il faudra juste faire attention à pas décaler. Donc là, il faudra que je me mette à l'axe et que je reporte bien mon clou dans le bon sens. C'est vrai que j'allais pas faire à l'envers, on va dire la coupe, pour pas me retrouver avec un bout large ici puis un bout étroit sur la pièce du haut. Il faut bien faire attention de bien reporter le sens conique dans le bon sens. À savoir, le sens conique va aller comme ça. Donc comme ça en dessous. Donc quand je reporte du bon sens. Donc là je l'ai décroché parce qu'il faut que je la bascule.
Donc là, je reprends ça et je la retourne. Et je suis bien à fleur. Bon voilà. Bon, ce coup-là, je vais remettre tout ça en place et puis on va pouvoir essayer de mettre la clé. Donc on peut voir ici, il y a un léger jour. J'ai mon désaffleur. Là, je suis quasiment en tension. Donc je vais mettre un serre-joint ici pour la plaquer comme il faut. Et je vais y mettre mon clou avec mon maillet côté rigide. Voilà, alors je l'ai enfoncé sans serre-joint. Ça rentre parfaitement. Donc à l'assemblage, je vais laisser ma clé grande comme ça. Une fois que ce sera assemblé sur la charpente, je viendrai la recouper. Mais là, tant que si jamais ça éclate en bout ou quoi, je veux avoir de la marge pour pouvoir travailler. Voilà. L'assemblage est plutôt correct. Je suis assez satisfait. Bon, même maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir tout redémonter le bazar là. Je vais écarter donc la partie ici, je vais la dégager pour la mettre pour la prochaine coupe tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper uniquement de la faîtière qui sera côté sud. Pour pouvoir y faire donc un chanfrein sur les parties supérieures. Ensuite, je vais faire un chanfrein sur les parties inférieures, donc qui seront en l'air, pas sur ce qui repose sur les murs. Hein, je vais laisser entier pour avoir une assise la plus complète possible. Mais tout ce qui est en partie inférieure, je vais faire un petit chanfrein à 45 degrés. Et du coup, on peut voir qu'on a toute la longueur. Alors, j'ai pris soin également de numéroter mes pièces de bois. Donc de 1 à 4 pour chaque partie, donc faîtière, ventrière est et ventrière ouest. Donc elles sont nommées faîtière et à chaque assemblage, j'ai numéroté chaque pièce pour retrouver facilement à l'assemblage avec la direction nommée. Comme ça, je saurai exactement m'y retrouver. Donc là, on va passer à l'étape du ponçage. Donc pour poncer, je vais y aller en 2 passages. Donc un premier passage au grain 40. Donc comme j'ai pu faire pour mes chevrons qui sont là-dessous. Donc premier passage au grain 40. Un deuxième passage au grain 80 pour enlever donc les griffures qu'il va y avoir au grain 40. Et un troisième passage à la brosse. Donc ça, on verra ça plus tard. C'est important de le faire au grain 40. Je pourrais le faire au rabot à main. Mais le but pour moi, c'est vraiment, comme pour les chevrons, d'enlever le moins de matière possible. Donc d'éliminer ces traces de scie à ruban, de scierie, et d'éliminer ces taches, etc. Donc de faire en sorte de la rendre la plus lisse possible. Donc ensuite, je vais pouvoir la brosser pour lui donner un aspect vieilli. Voilà.
Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire grain 40, donc le dessous et l'autre côté, d'accord? On fera le grain 80 ensuite, je vous montrerai la surface finie au grain 80, avant de passer à l'étape de la défonceuse pour les chanfreins. Donc la poutre est poncée sur les trois faces, au grain 40, donc maintenant je vais passer au grain 80. Alors pourquoi grain 80? Eh ben, c'est pour éliminer ces petites... j'espère que vous arriverez à les voir correctement. Toutes ces petites rayures en fait qu'on peut voir là, qui sont inhérentes évidemment au grain 40. Donc vous avez pu voir que je ponçais à contre-fil. Ben, c'est pour arriver à éliminer les marques de sciage de la scierie. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris sur toute la longueur au grain 40, donc dans le sens du fil, pour déjà éliminer une première fois ce genre de traces là qui sont perpendiculaires au fil du bois. Et ce que je vais faire maintenant, donc avec le grain 80, c'est effacer toutes ces traces de grains grossiers pour arriver à déjà donner un état de surface qui soit le plus propre possible à ma panne. Donc là, vous allez voir, au grain 80, on n'a pas éliminé des traces de scie profondes. Donc là, du coup, c'est vraiment juste un surfaçage, ça prend beaucoup moins de temps. Là où il m'a fallu peut-être 1 heure par côté, surtout sur les côtés larges, pour pouvoir éliminer ces traces de scierie, là, il me faudra 5 minutes, quoi. Voilà, tout casser. Donc là, on voit bien la différence entre le grain à 80 et le grain à 40. On voit bien la rupture. Alors ensuite, je suis venu positionner donc ma panne fêtière de telle sorte qu'elle soit donc à retourner. J'en ai profité pour passer un petit coup de ponçage ici et là. Et donc je l'ai mis en place. Ici, c'est le dessous. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour avoir un petit côté esthétique supplémentaire, je vais faire un petit chanfrein à 45 degrés sur les arêtes vives qui sont donc sur le dessous et sur la partie ici de la sortie de panne. Et j'en ai profité également pour marquer. Donc ici, je suis allé prendre la côte sur le pignon. Et ici est l'emplacement du mur. Donc sur cette partie-là, mur plus isolant, hein, en partie isolant. Donc ce que je vais faire ici, je ne ferai pas de chanfrein pour avoir un maximum de matière en fait de ma poutre qui repose sur le mur. Le chanfrein n'a aucune utilité à cet endroit-là. Donc je vais chanfreiner toute cette partie-là. J'ai matérialisé ici donc mon mur qui fait 40 cm avec ici la partie qui va sortir donc du mur côté cuisine. Donc cette partie-là aussi sera chanfreinée. Donc pour ce faire, je vais utiliser une fraise à chanfrein à 45 degrés, une fraise à roulement.
Donc j'ai fait cette tranche ici, cette tranche là et l'autre dessous. Maintenant, je vais venir ici, ici, ici. Bon, ça a brûlé un petit peu ici, mais c'est pas grave. Le bois va griser et après on va le brosser. Donc de toute façon, ça va s'éliminer. Voilà. Donc je vous le disais, on va passer à l'étape du brossage. Donc voilà la machine que j'utilise pour brosser. Donc c'est une brosse en laiton, donc qui est relativement large. Et avec cette machine, on va éliminer. Alors c'est beaucoup moins flagrant sur le chêne que sur les bois résineux avec des veines tendres et des veines dures qui sont beaucoup plus marquées. Ici c'est beaucoup moins évident, mais c'est beaucoup plus discret également. Avec la brosse, on va creuser les veines tendres du bois, donc les veines blanches ici, en laissant en relief les veines plus foncées, donc qui sont les veines dures. Donc sur cette machine, j'ai apporté quelques modifications puisque c'était pas compatible avec mon aspirateur. Donc donc il y a ça d'origine qui est fourni pour l'aspiration et j'y ai mis un simple raccord de PVC d'écoulement en 40. Donc comme ça mon tuyau d'aspiration vient se clipper dedans et j'ai fait alors un petit truc à la One Again. Puisqu'ici il s'agit c'est une base de meuleuse. Donc en fait j'ai utilisé les trous de fixation des poignées d'origine pour y fixer un petit carter en plastique, alors vite fait coupé dans une bouteille en plastique, puisqu'ici en fait, là derrière, il y a une bouche de ventilation, comme celle-là, et en fait cette bouche de ventilation, quand on se penche sur le côté pour regarder le travail, pour voir la brosse travailler, ben en fait on se retrouve avec la soufflerie qui vient buter dans le carter de protection, et qui vient dans les yeux et qui emmène de la poussière dans les yeux. Donc grâce à ce petit déflecteur en fait vite bricolé, ça recrache sur l'avant de la machine et ça me permet de pouvoir regarder la brosse travailler et de voir si je dois plus ou moins creuser sans avoir de poussière dans les yeux. Au niveau de l'aspiration, c'est franchement très efficace, aussi efficace que ma ponceuse à bande. Donc une petite machine très très efficace. Vous allez voir le rendu, moi je le trouve vraiment super. Voilà cette machine. Donc c'est Peugeot Energy Brush qu'elle s'appelle. Voilà. Donc on a un petit réglage de vitesse dessus. Donc c'est numéroté par les tours minutes du moteur. Et là, on a une gâchette avec un blocage d'interrupteur qui permet de travailler juste en tenant la poignée. C'est la machine qui travaille, hein, c'est le poids de la machine. J'appuie très légèrement suivant si je veux accentuer ou pas le creusage, mais et vous verrez, c'est vraiment très superficiel, hein, ça creuse pas en profondeur, hein, mais c'est le poids de la machine à proprement parler qui travaille.
Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a un changement de couleur. Donc le ponçage donne au bois un aspect plutôt blanc. Et ici, avec la brosse, on arrive à un aspect vraiment satiné. On redonne un petit peu la couleur initiale du chêne. Donc c'est plutôt tiré sur le brun. Et donc on vient creuser, on voit bien ici, et donner cet aspect vieilli, brossé, que moi je trouve vraiment super beau, quoi. De temps en temps, j'ai un ou deux filaments de brosse qui partent, mais rien d'extraordinaire, hein. J'ai déjà fait plusieurs poutres, j'ai déjà fait 4 poutres, c'est la 5e avec la même brosse, et j'ai pas l'impression qu'elle a été beaucoup plus endommagée que ça. Donc vraiment, voilà, on va continuer, et je vous montrerai une fois terminé l'aspect fini. Je vais brosser aussi légèrement sur l'arête, là, on va essayer d'entamer un petit peu là pour donner cet aspect vieilli aussi, quoi. Oui, je la tiens à une main, hein. Allez, je vous montre un petit coup ce que ça rend. Fini. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez l'aspect poncé ou l'aspect brossé comme ça, mais je trouve vraiment que ça donne un aspect patiné au bois. Et du coup, ça ira bien avec l'aspect rustique du gîte. Donc maintenant qu'on a passé l'étape du brossage, je vais m'attacher à délarder la panne faîtière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire délarder? Donc, c'est un terme de charpente. Je ne l'invente pas. J'ai lu beaucoup de documents. J'ai essayé de tout survoler en étudiant vraiment précisément pour pas faire de boulettes au niveau charpente. Alors, il se peut que j'en fasse, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin, loin s'en faut. Mais j'ai quand même étudié tout ça pour essayer vraiment de me rapprocher le plus possible de ce qu'un artisan aurait fait, sachant que j'en serais quand même loin. Alors, délarder, ça va consister... Donc, je vais vous montrer parce que j'ai fait un schéma, du coup, en miniature. Donc, on a notre panne faîtière ici avec nos chevrons en appui. Donc, on peut voir ce que je vous expliquais. Donc, c'est que les chevrons sont assemblés à mi-bois et ils seront chevillés en leur centre. Donc là, c'est une vis, hein, mais pour le dessin, mais c'est chevillé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé prendre, avec un inclinomètre, la pente de toiture donc de mon toit de maison, comme il est actuellement. Donc, je suis arrivé à une inclinaison de 40 degrés. Maintenant qu'on connaît l'inclinaison de notre toiture, qu'est-ce que le délardement? Le délardement, il consiste à supprimer une partie de bois au niveau de l'appui des chevrons. Pourquoi? Si je prends une faîtière normale, que je ne délarde pas, donc je vais avoir une surface d'appui extrêmement faible, c'est-à-dire juste sur un point d'appui qui est le tranchant de l'angle de coupe du bois.
Et qu'est-ce qui va se passer avec les années? Le poids de la toiture, de l'isolant, des tuiles et le poids de la neige vont faire en sorte que mon chevron sur une si faible phase d'appui va écraser donc cette ligne de bois là, elle va l'écraser et ça va générer en fait des désordres sur la toiture. Donc le délardement, il consiste à augmenter cette surface d'appui par la suppression de cet angle saillant qu'il y a sur la panne fêtière. Donc là, moi j'ai à 2,2 cm de surface d'appui. Donc j'ai fait plusieurs tests, hein, j'ai pas fait ça à la... Et c'est ce que j'ai moi estimé étant une surface suffisante qui va se cumuler à mon chevillage au sommet pour faire en sorte que ma toiture ne bouge pas, ma charpente ne bouge pas. Donc on peut voir ici qu'on a, une fois assemblé, un appui qui est bien stable et qui fera que ma charpente sera bien stable. Et si je vérifie, donc j'ai bien 40 degrés d'inclinaison des deux côtés. Donc je suis quasi sûr que quand je vais monter mes chevrons et que je vais les assembler, j'aurai la place pour mettre mon chevillage, j'aurai la place pour tout faire. Alors là, mon schéma de chevron n'est pas juste, hein, puisque mes chevrons en chaîne seront un petit peu plus hauts, mais ça ne change rien sur la géométrie de l'architecture. Je ne vous cache pas que je me suis tordu l'esprit et la tête un moment avant de trouver les bons angles et que j'ai dû faire appel à mon super joker qui est ma petite femme parce que là je perds des pieds entre 40 degrés, 50 degrés. La pente comme elle dit. Donc c'est elle qui a fini par venir m'expliquer, comme j'étais pas très bon à géométrie à l'école. Donc c'est aussi important de dire aux enfants, bosser à l'école, ça a l'air des fois ennuyeux, mais pour le coup, là, à 43 balais, on se retrouve comme un quoi? Comme un quoi, je me suis retrouvé? Comme un CON. Bon, comme un CON, voilà. Donc voilà, donc bref, tout ça, c'est tout bon. Donc j'ai tout reporté. J'ai fait un petit schéma pour mon gabarit pour m'en rappeler parce que je ne vais pas faire ça dans toute la journée. Donc j'ai marqué mon délardement, j'ai marqué les côtes avec ma règle, etc. Je me suis fait un petit schéma pour me repérer, pour savoir où j'en suis. Et c'est sur mon gabarit, comme ça je suis quitte de chercher mes notes plus tard. Parce qu'en général, on marque sur un papier, on le fout dans un coin et le papier disparaît, on ne sait plus ce qu'on a noté et il faut tout reprendre les côtes. Là, si je perds le gabarit, déjà, ça va être plus difficile à semer. Allez, je mets en place tout ça et je vous explique en détail. Donc 6,6 cm au bord, ce qui va me permettre d'avoir 1,5 cm à peu près à la coupe. Et 1,5 reporté avec l'inclinaison, ça fait 2,2 cm d'appui. Certains vont me dire, et vous avez raison, pourquoi n'utilises-tu pas ta scie circulaire? Eh bien, parce que ma scie circulaire, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que l'inclinaison de la scie circulaire, il est comme ça. Donc si je veux couper comme ça, eh bien en fait, il faudrait que ma scie, elle soit comme ça pour couper. Ça veut dire qu'il faut que je mette une poutre de l'autre côté pour poser le rail à côté. Enfin bref, t'imagines la manutention est juste pas possible pour ça. Donc ça va être plus facile à la scie sauteuse. Il faudra juste que je prenne mon temps et y aller doucement pour le faire et ça devrait bien se passer quoi. Bon là, faut pas que je me trompe, hein. Faut que je scie le fil.
Et ben franchement, la coupe, elle est super propre, hein. Je suis vraiment content. Pour une coupe à la scie sauteuse, sincèrement, il y a quelques petites traces de coupe, mais alors, non, sincèrement, là, on est nickel. J'ai longtemps hésité à tenter la scie sauteuse. Et ben, je vous dis que je suis vraiment super satisfait du résultat. Allez, on va tout débarrasser ça, puis je vais vous mettre ça comme il faut, dans la position où elle doit aller. Donc il y a quelques petites... Oh, il n'y a même rien du tout, hein. Non, il n'y a pas de défaut en fait, hein. On est vraiment... voilà, ça suit le... Ça suit le contour du bois, les défauts du bois. Ici, on voit que ça fait légèrement... Mais ça suit les défauts du bois, les défauts de la panne, hein. Mais on est bien sur l'angle désigné. On va y poser, tiens. Voilà. Et comme ça, on a bien notre appui d'un peu plus de 2 cm. Donc on est à peu près un tiers d'appui par rapport à la largeur du chevron qui sera là, puisque c'est du chevron de 7. Et on a 2,2 ou 2,3 cm. Donc on a un tiers d'appui, donc ce qui me paraît être plus que correct. Je mets sous ma petite lumière pour vous dire au revoir. J'espère que cette série de vidéos sur la charpente et la préparation donc des voliges, des chevrons et des pannes vous aura plu. Merci une fois de plus de m'avoir suivi. Merci pour tous vos commentaires ultra positifs, ultra dynamisants. Je vous assure que ça fait un bien fou et ça fait un plaisir fou de vous lire. On lit tous vos messages, on essaie de répondre à tout le monde, mais je vous assure que c'est un gros travail. Mais ça fait tellement plaisir que voilà, tant qu'on pourra le faire, on le fera, à prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures à vous répondre. Parce que ça, c'est voilà, c'est grâce à vous que cette chaîne elle existe aussi. Et c'est vous qui faites que je continue d'avancer et de toujours vouloir progresser. Hein, s'il n'y avait pas cet élément motivateur derrière, tous ces gens qui poussent, je sais pas si je me serais peut-être foutu deux poutres en sapin, paraboté, 2 bouts de cagette et puis roule bouboule. Ça m'étonne, mais enfin bon, on va dire ça. Bon voilà, eh ben je vous dis à une prochaine fois et puis je sais plus quoi dire, donc à une prochaine fois. Allez, salut!